Alors, ça ne sera pas sur le TAVI, mais sur le RAC dans son ensemble, pris en charge dans le contexte de l'urgence. D'ailleurs, je n'ai pas de conflit d'intérêt, hormis le fait de ne pas être chirurgien. Du coup, juste un petit rappel sur l'histoire naturelle du rétrécissement aortique. Il faut savoir que l'évolution spontanée du rétrécissement aortique est sévère, avec une mortalité de 50% chez les patients symptomatiques à haut risque dans l'année. Ça peut se manifester sous forme d'angor, syncope, insuffisance cardiaque, les symptômes, et le pire étant la mort subite. Quand on parle d'urgence dans le RAC, donc on l'a dit, finalement, il y a rien que le RAC en lui-même symptomatique est une urgence, mais on peut se retrouver avec une urgence dans l'urgence. Et les urgences, elles peuvent être de type cardiologique, avec une insuffisance cardiaque réfractaire. Ça peut être également une défaillance hémodynamique, un choc cardiogénique ou des bas débits avec des dysfonctions d'organes. Mais on peut aussi se retrouver dans des urgences extracardiaques avec la nécessité de réaliser une chirurgie semi-urgente dans un contexte où le patient a un RAC serré compensé. Donc quels vont être les objectifs de la prise en charge? Ça va être de permettre une prise en charge soit chirurgicale et anesthésique, comme on l'a dit dans ce dernier cas, soit essayer de trouver une amélioration fonctionnelle, une amélioration de la FEVG ou de l'hémodynamique, et également, surtout, améliorer la survie. Quelles vont être les options? Donc, il y a 3 options disponibles actuellement: la valvuloplastie au ballon seul, la chirurgie et le TAVI. Si on fait un focus plus spécifiquement sur chacune de ces techniques, on a dans la valvuloplastie comme objectif principal la diminution des symptômes dans le but de permettre une chirurgie non cardiaque, ou alors pour améliorer l'aspect fonctionnel en vue d'un remplacement valvulaire aortique, quelles qu'en soient les modalités chirurgicales ou percutanées. L'inconvénient de la valvuloplastie, c'est que ça n'améliore pas la survie, et l'amélioration symptomatique est de courte durée, de l'ordre de quelques mois, avec un risque interventionnel qui reste non négligeable. À qui on va adresser ce type de technique? Finalement, on va l'adresser à des patients qui a typiquement la fracture du col du fémur du sujet âgé avec un RAC. Son pronostic vital est engagé à court terme du fait de cette fracture, et donc pour pouvoir réaliser l'intervention, on va réaliser une valvuloplastie. Ça va donner aussi un peu d'espace pour remobiliser le patient au décours de sa PTH, et ça permettra également une réévaluation secondaire de l'indication de TAVI chez ce type de patient. On peut aussi être amené à faire de la valvuloplastie chez un patient qui doit bénéficier d'une chirurgie avec un risque hémorragique, dans le sens où, après une valvuloplastie, il n'est pas nécessaire de mettre un antiagrégant ou même d'anticoagulation le temps de la procédure. Également, une chirurgie en contexte septique, on n'a pas envie de mettre du matériel chez un patient qui a un sepsis évolutif, et donc la valvuloplastie peut être une solution d'appoint. La technique de valvuloplastie, elle s'est relativement calquée sur ce qui se fait aussi en TAVI maintenant, c'est-à-dire qu'on a simplifié les choses globalement. C'est une procédure qui reste mini-invasive, avec un abord fémoral de l'ordre de 8 à 12 French, un abord secondaire qui est souvent radial pour pouvoir réaliser la stimulation rapide sur guide, le temps de gonfler le ballon pour pas qu'il se fasse éjecter par la systole. Et ça se fait de la même manière que pour un TAVI, sur un guide Safari, c'est un guide qui s'enroule sur un point de VG et qui donne cette stabilité qui permet de donner un coup de ballon de manière précise sur l'anneau. L'anneau étant calcifié, il n'est pas nécessaire d'injecter de produits de contraste iodé, ce qui est un avantage chez les patients qui sont en général fragiles. Et on peut faire ce genre d'intervention sans mettre d'héparine. L'objectif qu'on se donne en général, c'est de diminuer le gradient de l'ordre de 50%, avec un objectif inférieur à 25 mm de mercure pour quelqu'un qui ne fait FEVG normal. La chirurgie, les objectifs vont être tout autres. Ça va être vraiment une amélioration à la fois fonctionnelle, mais aussi améliorer la survie chez ces patients-là. Et en plus, on a la possibilité en général de réaliser une chirurgie non cardiaque dans les mois qui suivent. Inconvénient, c'est une intervention qui reste lourde avec anesthésie générale, CEC, et un risque opératoire qui, dans le contexte de l'urgence qui nous intéresse aujourd'hui, est multiplié par 10. Il y a des facteurs cliniques qui vont augmenter ce risque spontanément, typiquement les patients âgés de plus de 80 ans, l'urgence, on vient d'en parler, mais aussi ceux qui ont un statut fonctionnel qui est altéré avec une classe NYHA 3 ou 4, une FEVG basse qui va souvent de pair, insuffisance rénale aussi est un facteur fort de mauvais pronostic, et les troubles neurologiques préexistants. Les indications finalement qu'on va privilégier pour les patients
qui ont donc ce RAC avec une situation d'urgence, avec des patients jeunes ou des patients qui ont à la fois un RAC et une autre pathologie structurelle ou une coronaropathie chez lesquels il faudra réaliser un geste combiné avec des pontages ou une chirurgie de l'aorte ascendante. C'est aussi la seule technique qui peut répondre à la problématique de l'endocardite infectieuse. En ce qui concerne le TAVI, finalement, on a les mêmes objectifs que pour la chirurgie, l'amélioration fonctionnelle, l'amélioration de la survie, mais on ne peut pas le faire dans un contexte de sepsis évolutif ou d'endocardite. La technique, je vous disais, elle est vers la simplification. C'est fini le temps où on faisait ces procédures sous anesthésie générale, avec un guidage ETO continu. Maintenant, c'est anesthésie locale, pas forcément de sédation, il n'y a pas toujours un anesthésiste en salle, ça dépend des centres. Chez nous, c'est le cas en l'occurrence. Ça se fait par voie transfémorale dans 90% des cas, grâce à l'amélioration en fait, des matériels qu'on utilise, qui ont un meilleur profil et qui permettent l'accessibilité de la voie fémorale au plus grand nombre. On fait des ponctions éco-guidées qui ont aussi beaucoup permis d'améliorer le risque de complications vasculaires. On est beaucoup plus précis, on sait exactement où on pique et le système de fermeture fonctionne en général beaucoup mieux. On prend un apport par voie radiale secondaire pour éviter justement une nouvelle voie fémorale, puisque finalement on s'est aperçu que dans le TAVI, il y avait quasiment 50% des complications vasculaires qui survenaient sur la voie contralatérale. Cette voie contralatérale, elle est utilisée pour pouvoir vérifier finalement la voie fémorale principale et puis mettre une pictelle qui est un petit cathéter qui nous permet de visualiser l'endroit où on va larguer précisément la valve. En général, on stimule sur le guide qui est en place pour déployer la valve. Ça évite une voie veineuse pour mettre une sonde d'entraînement. On ferme sur des systèmes qui sont préétablis dès le début de la ponction et on contrôle en général notre fermeture avec de l'échographie pour éviter une angiographie du membre inférieur qui va rajouter de l'iode chez des patients, encore une fois, qui sont fragiles. Les avantages donc, de cette technique, ça va être une technique qui est moins lourde pour des patients fragiles, encore plus dans le contexte de l'urgence, avec l'absence de sternotomie, pas d'anesthésie générale, un lever précoce possible, parfois dans les heures qui suivent le TAVI, et au décours, on peut se permettre une monoantiagrégation simple par aspirine chez ces patients-là, ce qui peut être un avantage s'il y a une intervention qui est prévue au décours. Alors si on regarde les études, on a essentiellement des études de registre ou des études monocentriques, rétrospectives, donc les preuves sont relativement faibles, mais ce n'est pas inintéressant de voir ce qui se fait. Là, c'est un registre américain, en l'occurrence, qui a pris tous les TAVI du registre et qui a comparé les résultats des formes programmées et des formes urgentes. L'urgence a été très bien définie par Guillaume juste avant, je ne reviens pas dessus. Ce qu'on peut tirer de ces études, c'est qu'on a un succès procédural qui est souvent très élevé, qui est à plus de 90%, qui est en général superposable d'ailleurs au succès procédural d'une intervention programmée. Par contre, c'est grévé d'une mortalité hospitalière qui est 2 fois supérieure, une mortalité à 30 jours qui est également 2 fois supérieure par rapport à du programmé, et une mortalité à 1 an qui est élevée, qui est de l'ordre de 30%. Et encore une fois, il faut savoir qu'on s'adresse à des patients qui sont spontanément fragiles et qu'on rajoute à ça le caractère de l'urgence. Si on prend cette étude monocentrique allemande sur 770 patients qui mettaient 2 types de valves, les balloon expandables et les auto-expandables, on s'aperçoit que dans le cadre du TAVI réalisé dans un contexte de choc cardiogénique, donc là on est effectivement dans l'urgence, on s'aperçoit qu'il y a un prix très élevé à payer sur les 30 premiers jours. Le succès procédural y est, mais effectivement on a un taux de décès qui est de l'ordre de 30% dans les 30 premiers jours. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que les courbes après restent strictement parallèles, ce qui veut dire que si la phase aiguë a pu être passée, qu'on a passé ce cap-là, finalement, on a le même pronostic à moyen terme que des patients qui étaient venus en TAVI programmé. On retrouve exactement le même type de résultats dans cette étude japonaise. Je vais aller un petit peu vite parce que je crois que le docteur Desroches est un peu inquiet du temps qui passe. Si on compare, en l'occurrence, toujours dans le choc cardiogénique, le TAVI au remplacement valvulaire chirurgical, c'est difficile dans le contexte de cette étude particulière parce que si vous voyez les STS scores qui ont été faits, comme c'est du rétrospectif, c'est pas randomisé, on se retrouve avec des patients qui ne sont pas comparables à la base et effectivement ils ont un score de risque qui est 2 fois plus élevé dans le bras TAVI.
des patients qui avaient les mêmes caractéristiques échographiques. L'avantage du TAVI dans ce type de situation, c'était un temps de procédure qui était moins long. Il y avait aussi moins de transfusions, moins de durée de ventilation mécanique. Encore une fois, c'est des patients gras, donc c'était des patients qui éventuellement étaient intubés. Mais on avait toujours une mortalité à 30 jours et à 12 mois qui était similaire pour des patients qui étaient 2 fois plus graves, entre guillemets, dans le bras TAVI. Donc on s'aperçoit quand même que c'est une option qui est tout à fait acceptable. Donc, je rappelle aussi que le TAVI, d'ailleurs le premier TAVI a été réalisé dans une situation de sauvetage. C'est un patient qui avait fait plusieurs arrêts avant même d'arriver au centre de Rouen où Alain Cribier a mis la valve. Et d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas celles du TAVI minimaliste qu'on a maintenant. Mais donc voilà, le TAVI a été développé vraiment sur ces patients-là initialement. C'est pour ça que je pense qu'on a un bon succès procédural, c'est qu'on s'est adapté directement aux patients qu'on traitait. Après... voilà, ce succès initial, il faut savoir qu'il y a quand même un prix à payer qui est élevé, parce qu'une mortalité à 1 an de 30%, c'est quand même quelque chose de significatif, et donc il faudra probablement bien sélectionner les patients qui peuvent en bénéficier. Je vais repasser brièvement sur cette étude pour rappeler que la valvuloplastie n'est pas une option souhaitable sur ce type de patient. Là, on avait des patients qui avaient juste un RAC décompensé sur le mode d'insuffisance cardiaque aiguë. Et en fait, quand on compare, les patients n'étaient pas comparables là aussi, c'est des études rétrospectives, donc ils avaient plus de comorbidité dans le bras à valvuloplastie et n'étaient pas comparables non plus entre TAVI et chirurgie. Mais l'élément important de cette étude, c'est qu'on s'aperçoit qu'un traitement de valvuloplastie au ballon seul dans l'insuffisance cardiaque aiguë sur un RAC, c'est grévé d'une mortalité hospitalière bien supérieure si on ne met pas de valve au décours, c'est-à-dire que si on ne traite pas le problème de fond. Alors que le TAVI et la chirurgie étaient comparables chez ces patients-là. Juste pour vous présenter un cas clinique qu'on a réalisé récemment dans l'équipe, un patient de 51 ans qui a été vassané de Mayotte, pas beaucoup d'antécédents, probablement pas beaucoup de suivi non plus, un diabète non traité, et qui était arrivé des Comores probablement quelques semaines ou quelques mois avant, dans un état d'altération de l'état général, d'œdème des membres inférieurs, avec des douleurs diffuses, qui évoluait depuis environ 6 mois. Il consulte finalement aux urgences de Mamoudzou pour des hémoptysies. Là-bas est réalisé un angioscanner qui retrouve une embolie pulmonaire bilatérale avec des infarctus pulmonaires très importants bilatéraux et une cardiomégalie. Il a logiquement au décours une échographie à Mayotte qui retrouve une FEVG qui est moyennement altérée à 43%, un RAC serré associé à une petite maladie aortique et une insuffisance aortique associée, et une FEVD qui est initialement conservée avec une HTAP à 53 mm de mercure. Il nous est adressé pour le prendre en charge de manière globale, mais notamment dans le cadre de ce RAC. Et en fait, quand il arrive chez nous, on lui refait l'échographie, et l'échographie s'est franchement aggravée avec une dysfonction VG très sévère de l'ordre de 10-15%, un RAC serré qui nous paraît être sur une bicuspidie. Le gradient moyen n'est que de 20 mm de mercure dans ce contexte de bas débit. Il y a toujours cette insuffisance aortique significative qui nous empêche d'envisager une valvuloplastie, puisque un des risques de la valvuloplastie, c'est d'aggraver une insuffisance aortique ou de la créer. Le VD est hypokinétique, il est dilaté, et les PAPS sont à 33 mm de mercure sous traitement. Cliniquement, le patient est tachycarde, il est en pré-choc. À l'ECG, il a des troubles conductifs. On sait que ça peut poser des problèmes dans le cadre du TAVI, puisque le TAVI peut aggraver des troubles conductifs, allant jusqu'au BAV complet. Il bénéficie d'une coronographie diagnostique qui ne retrouve pas d'anomalie spécifique et bénéficie d'un scanner. Là, je vous ai mis que la reconstruction des axes vasculaires. Vous voyez qu'il y a des très beaux axes qui permettent la réalisation d'un TAVI dans des bonnes conditions. Il a un ST-score et un Euroscore qui le place en risque intermédiaire, mais il se dégrade de nouveau avec un passage en FA et il y a une décision collégiale de réaliser un TAVI en urgence. Alors, je pense que la vidéo ne va pas passer. Je suis désolé, je vais devoir sortir et vous mettre les vidéos. Donc, on a décidé de faire un TAVI par voie transfémorale. Encore une fois, la voie transfémorale a une forte valeur pronostique pour les patients par rapport aux voies alternatives. Là, vous avez donc le cathéter qui arrive par la voie fémorale. Vous voyez le guide qu'on appelle Safari qui s'enroule à la pointe du VG, qui nous donne la stabilité, qui nous permet de monter ce matériel. On déploie une valve qui est balloon expandable, c'est une valve Sapien 3 d'Edwards 26 en l'occurrence, et on gonfle progressivement cette valve avec un niveau qui nous paraît adapté
à l'anneau que vous voyez, avec une grosse calcification. Je ne sais pas si vous la voyez ici. C'est cet aspect blanc. Alors, je suis désolé, j'ai un des petits problèmes. Voilà. Vous voyez cet aspect de calcification qui est important, qui va bien avec la bicuspidie qui était visible de toute façon au scanner. Hein. Donc, je vous parlais de la pigtail, c'est le petit cathéter qui nous permet d'injecter pour se situer également pendant le déploiement de la valve. On essaie de ne pas le piéger, c'est pour ça qu'il est retiré au dernier moment. Mais cette hauteur d'implantation est très importante pour plusieurs raisons, parce que c'est celle qui va garantir, si elle est suffisamment haute, l'absence de troubles de conduction. Et il faut être aussi évidemment étanche vis-à-vis de l'anneau et protéger l'accessibilité au coronaire. Là, c'est le contrôle après déploiement de la valve. Vous voyez, on est bien étanche, il n'y a pas de fuite au niveau du VG. Et vous voyez bien la perméabilité des troncs coronaires, gauche et droit. On est satisfait. Il n'y a pas de troubles conductifs, alors qu'il y avait des troubles conductifs préexistants, il n'y a pas de troubles conductifs paroxystiques, alors qu'il y avait des troubles conductifs qui pouvaient être problématiques et qui sont sensibles au déploiement de ce type de valve. Et puis on trouve également un contrôle angiographique de la voie fémorale, avec effectivement l'absence de complications vasculaires. L'évolution clinique est tout à fait favorable. Déjà sur table, on voit les hémodynamiques. Je n'avais pas les courbes hémodynamiques à vous montrer, mais les courbes hémodynamiques se modifient immédiatement. On en profite pour faire un choc électrique pour le remettre sinusal. Et finalement, l'évolution nous permet de réintroduire rapidement des bêta-bloquants, une sortie à J10 qui est acceptable dans ces conditions-là, avec à l'échographie post-AVI une FEVG à 20%, ce qui est un petit peu mieux, mais qui n'est pas encore la panacée, et une bioprothèse qui est bien fonctionnelle. J'ai eu Mamoudzou hier, ils l'ont revu en consultation il y a une semaine, et la FEVG est strictement normalisée à 55%. La valve est effectivement toujours fonctionnelle, avec des pressions qui sont normalisées, plus de dysfonction VD. Donc finalement, on a un patient qui s'est transformé, puisque son seul problème était cette post-charge très importante sur sa bicuspidie, et qu'en levant cet obstacle, on a pu normaliser la FEVG, c'est-à-dire que le muscle n'a pas eu le temps de se remodeler de manière négative. En conclusion, si on parle du traitement médical, on est dans une attitude palliative ou alors d'optimisation, ce qu'il faut faire pour toutes les interventions, avant une intervention. La valvuloplastie, on va la réserver à des patients qui sont en contre-indication temporaire à un remplacement valvulaire aortique, que ce soit par voie percutanée ou chirurgicale. La chirurgie, plutôt, va s'adresser à des patients jeunes avec des cardiopathies un peu plus complexes, dans le cadre de l'urgence toujours. Et le TAVI, sa faisabilité et sa sécurité procédurale a été démontrée chez ces patients urgents, mais au prix d'une morbidité et d'une mortalité importante à la phase initiale, qui est souvent due pas tant au RAC seulement, mais aux comorbidités qui gravitent autour de ces patients-là. Je vous remercie.